L'image du samouraï est à l'origine de bien des fantasmes. Chacun s'en fait une image plus ou moins nette, largement construite à partir de visuels forts que l'on retrouve abondamment au cinéma ou dans les jeux vidéo. Mais il n'aura pas fallu attendre l'émergence de ces médias pour idéaliser le samouraï. Même si le processus fut progressif, on peut considérer que la cristallisation de l'image moderne du samouraï s'est faite à un moment précis que l'on est aujourd'hui capable d'identifier clairement. Cette cristallisation peut presque être vue comme le fait d'un seul homme que l'on retrouvait sur les billets de 5000 yens jusqu'en 2004. Parcourons les époques pour tenter d'approcher la réalité derrière la notion de samouraï et découvrons ses déformations au cours du temps. Une erreur fréquemment commise en dehors du Japon, c'est de confondre les termes bushi et samouraï. Bushi signifie tout simplement homme armé, soit guerrier. Le terme est apparu pour la première fois sous l'ère Heian vers l'an 900. C'est un guerrier en armure maniant souvent l'arc et qui est chargé de protéger son clan. Samouraï est un terme bien plus récent qui n'avait pas du tout le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Il dérivait du terme saburahu qui signifie le fait de servir aux côtés de son maître. Saburahi désigne ce serviteur. Même si ce serviteur pouvait avoir des connaissances martiales, le saburahi n'impliquait pas toujours l'idée de guerrier, mais plutôt l'idée de servir une personne puissante. C'est vers la fin du XVe siècle et le début de la période Sengoku que le terme se confond avec bushi. Cette période est en effet marquée, comme son nom l'indique, par un état de guerre constante, obligeant les saburahi à prendre les armes pour protéger leur maître. Mais en l'an 1600, on considère que le Japon s'est unifié, et c'est le début de la période Edo, une période de grande paix qui contraste avec les guerres incessantes de la période précédente. Le shogunat Tokugawa dirige le pays et met en place une hiérarchie de classes héréditaire. Outre l'empereur et sa cour, presque déconnectés du reste des Japonais, on distingue la classe guerrière, celle des bushi, à celle des paysans, des artisans et des commerçants. Au sein de la classe guerrière, on retrouve le shogun, le chef des armées, qui domine de facto le pays, et chaque territoire est dirigé par un daimyo. Aux ordres des daimyo, on retrouve les saburahi, censés servir à leur côté. Néanmoins, le Japon est en paix et n'a plus vraiment besoin de guerriers. Les saburahi cessèrent donc d'être associés à la fonction guerrière pour devenir principalement des fonctionnaires. Ils s'occupaient de la collecte de redevances au nom du daimyo, se chargeaient des transports, des forces de police. Et ces fonctionnaires commencèrent à être appelés samouraïs. Le kanji reste le même, mais des changements dans les habitudes de langage ont changé sa prononciation. Héritier de la classe guerrière, le samouraï jouit de quelques privilèges. Il est notamment autorisé à porter le sabre. Mais ce n'est qu'un symbole qu'il est loin d'utiliser au quotidien. Un samouraï était donc avant tout un bureaucrate aristocratique, héritier d'une classe de guerriers. Dès 1603, dans le premier dictionnaire japonais-portugais, samurai est d'ailleurs traduit par nobre, un noble, tandis que bushi est traduit par geheiro, un guerrier. Ainsi, ce kanji est passé du sens de serviteur à celui de guerrier, avant de finalement s'approcher de l'idée de fonctionnaire. Du moins jusqu'à la fin de la période Edo. Nous avons une idée plus précise des origines du terme samouraï, à distinguer donc du terme bushi. En japonais, lorsque l'on parle de guerrier, il est effectivement plus exact de parler de bushi que de samouraï. Maintenant, il va s'agir de comprendre comment nous sommes arrivés à cette vision moderne du guerrier japonais. Son idéalisation s'est faite à partir de certains écrits qui ont cherché a posteriori à décrire ce qu'est un vrai guerrier. Intéressons-nous tout d'abord au Kōyō Gunkan. C'est un recueil compilant les exploits militaires du clan Takeda au XVIe siècle. Ce recueil aurait été complété vers le début du XVIIe siècle, donc en période de paix, et mentionne des faits vieux de plus de 60 ans. Un terme, a priori jamais vu jusque-là, est mentionné. Bushi no Do, littéralement la voie du guerrier. C'est le même Do que l'on retrouve dans Judo, la voie de la souplesse. Ce terme n'a aucunement la prétention de définir un hypothétique code samouraï. C'est plutôt une façon de décrire les actes des guerriers du clan Takeda, non sans idéalisation, parlant de courage et de la faiblesse des lâches. Le terme sera repris ici et là dans quelques écrits, mais ne marquera pas les esprits. Mais parmi les textes reprenant ce terme, il y en a un qui sortira du lot. C'est le Hagakure, littéralement caché dans le feuillage. Compilation de pensées énoncées au début du XVIIIe siècle par le guerrier Yamamoto Tsunetomo, ce texte se veut être un guide spirituel et pratique pour tout guerrier qui se respecte. Le Bushido prend un nouveau sens. Le guerrier suivant le Bushido doit se considérer comme déjà mort pour son maître. Bushido toyu wa shinu koto to mitsuketari. La voie du guerrier réside dans la mort. Mais le Hagakure révèle surtout un point de vue biaisé. Yamamoto a écrit ce texte en fin de vie. Il était nostalgique d'une époque guerrière qu'il n'avait lui-même pas connue. Il idéalisait le suicide rituel qu'il voyait comme la forme ultime de l'honneur. La pratique lui avait d'ailleurs été refusée à la mort de son maître.
Il déplore le comportement des guerriers de son époque qu'il fait contraster à ceux d'antan dont la morale était prétendument exceptionnelle. Loin d'être fondé sur des faits historiquement fiables, le Hagakure est avant tout une réflexion personnelle, non sans idéalisation, sur la voie que devrait soi-disant suivre le guerrier. Ce texte fut d'ailleurs pendant très longtemps ignoré, car conservé au sein du clan Nabeshima. Mais si je vous en parle, c'est parce que 150 ans après son écriture, au milieu de la période Meiji, le texte refait surface et attire l'attention du grand public. Le Japon est en effet sorti de sa période de paix lors de la guerre du Boshin, opposant les forces impériales à celles du shogun, et commence à se moderniser de façon autoritaire. Au sein de l'imaginaire collectif, les guerriers d'antan sont idéalisés. Ce sont des guerriers qui se battaient exclusivement au sabre et n'avaient pas recours aux armes à feu, contrairement à ce qui s'est vu lors de la guerre du Boshin ou même pendant la période Sengoku. Le Hagakure contribue à renforcer cette image populaire du guerrier courageux et valeureux, prêt à mourir pour son maître. En l'an 1900, cette idéalisation va prendre une toute autre ampleur. C'est l'année où est publié l'écrit qui va achever de cristalliser la figure du samouraï. Son auteur, c'est Inazo Nitobe, un diplomate japonais qui va acquérir une certaine renommée. Son livre s'appelle Bushido, The Soul of Japan. Et si je donne le titre de ce livre en anglais, c'est justement parce qu'il a été écrit en anglais. Et c'est sans doute là l'une des raisons de l'importance que va prendre ce livre. Nitobe a reçu une éducation dans le nord du Japon, à Sapporo, un endroit plutôt isolé du reste du pays à cette époque. Il est rapidement converti au christianisme et poursuit des études en Europe et aux États-Unis. Devenu bilingue anglais, il pose ses bagages en Californie en 1899 et se lance dans l'écriture de Bushido, The Soul of Japan. Pour Nitobe, c'était une façon de renouer avec ses racines tout en faisant découvrir sa culture au monde. Il cherchera à rendre le plus accessible possible son livre pour les occidentaux et ne cessera de comparer les valeurs guerrières japonaises aux valeurs chrétiennes et à celles de la chevalerie européenne. Il reprend à son compte le terme Bushido et cristallise sa définition. Ce serait soi-disant un code d'honneur suivi par tous les samouraïs. C'est ainsi que commence à se répandre sur la scène internationale un livre qui idéalise la figure du samouraï. Le terme Bushido se popularise alors qu'il est très peu utilisé au Japon hors des textes précédemment cités. Le samouraï devient une figure morale et le seppuku, véritable rite, se retrouve idéalisé comme la forme ultime de l'honneur. Le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, lui-même sera profondément marqué par ce livre et le Fine Samurai Spirit. Le mot samouraï achève définitivement en Occident de prendre le sens de guerrier japonais. Comble de l'ironie, le livre Bushido n'est traduit en japonais que quelques années plus tard et y reçoit un accueil très critique. Parmi ses détracteurs, on retrouve Inoue Tetsujiro, philosophe nationaliste ayant étudié à l'étranger. Il affirme que le christianisme est totalement incompatible avec la culture japonaise. Si le Bushido selon Nitobe est rejeté, le terme est néanmoins loin de l'être par Tetsujiro, les autres penseurs nationalistes et plus généralement les japonais. Pour définir le Bushido, il se réfère plutôt à l'une des influences de la vision de Nitobe, le Hagakure. Le Bushido s'ancre ainsi définitivement dans la pensée japonaise et se mêle progressivement aux pensées impérialistes. Le Hagakure lui-même se popularise largement. Jiro Matsunami en fait l'éloge en 1938 et le philosophe Tetsuro Watsuji écrit une version abrégée à l'intention des soldats japonais. Le Bushido et le seppuku deviennent largement utilisés par la propagande d'État. C'est ainsi que l'image du guerrier honorable prêt à mourir pour son pays se répand bien plus intensément au Japon. La suite donnera lieu à un fanatisme absolu des soldats envers l'empereur qu'ils défendent. Aussi étrange que cela puisse paraître, les soldats japonais de la Seconde Guerre mondiale sont sans doute les premiers à avoir suivi la voie fantasmée du samouraï. Mais la défaite du Japon viendra à nouveau rebattre les cartes. Le Bushido perd en popularité au Japon, pour un temps du moins. Un des descendants d'une famille de samouraïs ayant grandi dans ce Japon impérialiste publie un film en 1954. Ce film, épique de plus de 3 heures, relate la défense d'un village par 7 guerriers. Ce sont les 7 samouraïs. C'est un énorme succès critique jusqu'en Occident. Le réalisateur, Akira Kurosawa, n'en avait probablement pas conscience, mais il venait d'offrir au monde l'un des visuels les plus saisissants du samouraï. Le film se déroule pendant la période Sengoku, mais c'est logiquement la prononciation actuelle samouraï qui est utilisée.
Au Japon, Kurosawa est parfois critiqué pour avoir voulu glorifier les ancêtres de ses ancêtres. Le film ne fait jamais référence à un quelconque Bushido, mais pour les occidentaux qui considèrent toujours la vision de Nitobe comme la référence, difficile de ne pas dresser un parallèle. Yukio Mishima, fervent lecteur de littérature occidentale et écrivain se considérant comme adepte du Bushido, publie son propre commentaire du Hagakure en 1967. 3 ans plus tard, après un coup d'état raté qui avait pour but de restaurer l'armée japonaise, il marque les esprits en se suicidant en public, tel le ferait un samouraï respectant le soi-disant Bushido. Ces exemples illustrent une nouvelle réalité. Progressivement, la vision chevaleresque du samouraï telle que décrite par Nitobe gagne le Japon. Et en 1980, 80 ans après son écriture, le livre atteint son pic de popularité au Japon. En 1984, les portraits sur les billets de banque japonais sont modifiés. Nitobe est choisi pour apparaître sur les billets de 5000 yens, preuve de sa nouvelle reconnaissance acquise. La vision du samouraï continue ainsi d'être idéalisée jusqu'à nos jours. Selon Shinichi Saeki et Pierre-François Suiri, aujourd'hui nombreux sont ceux qui idéalisent les guerriers du Moyen-Âge, leur faisant incarner une morale telle que la définit Nitobe Inazo. Mais ces représentations des guerriers japonais d'autrefois reposent sur une tradition fictive inventée de toutes pièces au XIXe siècle. Nous avons donc retracé l'histoire de l'idéalisation du guerrier japonais au cours du temps. Un premier texte a proposé une vision personnelle du guerrier japonais. En a résulté le terme Bushinodo. Un homme en fin de vie qui idéalisait le passé a repris le terme à son compte et s'est efforcé de le lier au seppuku. Et finalement, un expatrié japonais a synthétisé des traditions fictives dans un livre en anglais et a achevé ainsi de cristalliser la vision moderne du samouraï en Occident, vision qui finira par lentement influencer le Japon. De toute l'histoire, les manifestations les plus proches du Bushido sont probablement à retrouver du côté des soldats de la Seconde Guerre mondiale ou chez Mishima, qui ironiquement étaient convaincus d'agir comme leurs ancêtres. Aujourd'hui, l'Occident ne fait presque plus de distinction entre le samouraï et le bushi. Même en japonais de nos jours, le terme samouraï s'est rapproché de bushi au point de parfois même s'y confondre. Avec ces explications, j'ai peut-être pu clarifier à vos yeux la figure du samouraï. Mais plus généralement, j'espère vous avoir donné un bon exemple de l'inévitable réinterprétation du passé.ご冗談を。ご無礼ご無礼。